Bonsoir. La dernière mini-conférence de la journée, vous êtes tous épuisés, vous êtes prêts pour aller faire la fête ce soir, pour ceux qui ont... Oui, vous aussi. Pour ceux qui ont payé, bien sûr, l'entrée. Cette mini-conférence a trait... plus trait à rien. Moi, je ne m'occupe pas de l'aérien. Hein. C'est pas la peine de me saboter mon travail. Donc, j'aurais voulu vous parler du hub d'information touristique, qui est un outil de haut niveau technologique, comme en attestent ces images. Le hub d'information touristique. Je ne peux pas m'empêcher, parce que sinon je ne peux pas. Donc, en quelques mots, je pense que pas mal d'entre vous ont déjà entendu parler de ce hub d'information touristique. On l'avait présenté l'année dernière, lors des convergences virtuelles, qui était vraiment moins rigolote, hein, puisqu'on était tous derrière nos écrans et on n'a pas pu se croiser. On n'a pas pu boire des cafés, boire des verres de vin rouge, manger des petits machins. Donc on l'avait présenté en disant que c'était une avancée importante de notre organisation de l'information touristique. Ça fait le lien avec ce qu'on a présenté précédemment sur la data. Sur une organisation très tournée sur les usages. Pour nous, c'est très très important et on le rappelle à chaque fois qu'on peut, c'est la question de la data et l'enjeu des usages pour aller dans le sens de la question que Marine c'est ça, posait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait de cette data et comment on l'organise pour aller beaucoup plus loin que ce qu'on était capable de faire jusqu'à présent. Donc moi, je vais juste rappeler ce contexte-là. Hein. Le hub d'information touristique, c'est un hub, comme vous avez compris ce matin ce que présentait Hugo Alvarez, il l'a très bien présenté. Un hub, c'est un système, une organisation technologique qui permet de faire cohabiter, de faire interagir des sources de données qui peuvent être très très différentes, avec dans l'idée, derrière la tête, d'en faire des usages. Donc on avait fait le constat collectif, pas uniquement au niveau du CRT, on l'avait fait notamment dans le cadre d'une AMO, d'une assistance à maîtrise d'ouvrage avec le réseau régional d'information touristique, que nos outils étaient limités face aux enjeux du tourisme aujourd'hui. Et ça a été révélé de manière d'autant plus criante par la crise Covid. On avait un besoin de connaissances, de réactivité toujours plus important. Donc nos outils qui avaient pour habitude et pour modèle d'accumuler, d'engranger de l'information, de la data, des objets d'information dans des bases de données un peu rigides, nos fameux systèmes d'information touristique, qui rendent beaucoup de services, mais qui aussi embarquent dans leur structure des informations qui, dès qu'on les a rentrées dans nos bases, elles sont obsolètes, hein, pour le dire très très vite. Donc on se disait, il faudrait qu'on puisse construire un système qui puisse nous permettre de nous appuyer sur nos systèmes d'information touristique, mais d'aller chercher l'information chaude, l'information transactionnelle, l'information qui bouge là où elle est, pour pouvoir faire matcher tout ça et créer des services et des usages beaucoup plus réactifs et intéressants. Donc voilà, le hub, ce fameux hub d'information touristique est devenu le cœur de la gestion de données du CRTL, mettre en mouvement la data, c'est tout ce qu'on voulait faire. Et puis c'est aussi un moyen, et on l'a évoqué aujourd'hui dans le cadre de cette stratégie autour de la maîtrise de la data, c'est aussi un moyen d'affirmer la valeur ajoutée collective de nos organismes. On la collecte, cette data, on va la chercher, donc on a envie de la maîtriser. La question qui revient toujours, c'est pourquoi vous embêtez à collecter cette information touristique? Google le fait mieux que vous. Mais Google, pour moi, si je veux faire une petite phrase comme ça, Google, ça nous fait nous sentir un petit peu tout petits, alors qu'en Occitanie, on veut faire un voyage qui fait grandir. C'était un peu notre outil. Donc on a envie de pouvoir, collectivement, pas seulement le CRT, mais tous ses partenaires, pouvoir raconter à notre manière l'histoire qu'on veut raconter autour de ce tourisme en Occitanie. Et pour ça, il faut pouvoir puiser dans cette data de manière différente et pas s'en remettre forcément aux GAFA. Voilà, pour aller très très vite. Donc c'est aussi une manière d'affirmer cette valeur ajoutée de nos organismes. Dans une logique d'usage, je l'ai dit, en offrant des services de plus d'interaction, plus de réactivité. J'en rajoute pas. Et donc on peut passer à la suite. Et là, je vais
donner Là, la tu me parole donnes la main. à Michel. La main, la parole, tout ce que tu veux. Voilà, donc juste pour terminer sur ce que l'on a mis en œuvre sur l'année dernière, donc sur la saison 1, comment on a mis en œuvre ce hub. En fait, un hub, je le rappelle, donc c'est une plateforme qui est destinée à agréger, à relier et à partager l'information. Le CRTL a engagé cette mutation fin 2020, donc la mutation de tous ces outils. Nous avons choisi de travailler en mode agile, ceci afin d'être très rapidement opérationnel sur un ensemble minimum de services qui répondent à des usages qui ont été récoltés en particulier auprès du réseau d'information touristique d'Occitanie et du réseau des observatoires. Donc, pendant ces 9 premiers mois, parce que la plateforme est opérationnelle depuis juin 2021, donc pendant ces 9 mois, nous avons récolté des besoins, nous avons prototypé pour faire la preuve du concept de ce hub, le POC, comme on dit. Et en fait, donc, comme j'ai dit, nous sommes opérationnels depuis juin 2021. Deux choses importantes sont à dire sur cette mise en œuvre. La première, enfin trois même, voilà, nous avons, oui, j'allais oublier, nous avons travaillé avec un partenaire technologique qui est la société Lightis, qui était présente dans le hall, mais que vous devez certainement connaître. Voilà, parce qu'elle nous a aidé à construire ce hub que l'on voulait très très performant, c'était une contrainte de base, que l'on voulait aussi ouvert et développé avec des technologies donc ouvertes et assez nouvelles. Donc deux choses, je disais, sont à préciser, c'est que le CRTL aujourd'hui ne s'appuie plus sur un système d'information touristique au sens classique du terme, car l'offre touristique telle qu'on la connaît tous est aujourd'hui intégrée au sein de ce hub. La deuxième chose à dire, c'est que le CRTL est un acteur de cette mutation au niveau techno, car en fait on continue à développer en interne sur certains aspects métiers sur lesquels on souhaite conserver une certaine maîtrise, en particulier sur tout ce qui est interface d'entrée et sortie dans ce hub. Parce qu'un hub d'info, c'est effectivement un endroit où les flux de data rentrent, ils sont reliés, agrégés, etc., mais aussi ils ressortent et ils sont partagés. Voilà, donc dans ce hub, actuellement, on y trouve quoi? On y trouve toute l'offre touristique qui est issue du réseau régional d'information touristique et qui est le résultat de la mutation de l'offre des 13 départements d'Occitanie, mutualisation réalisée avec nos partenaires ADT et CDT départementaux. Donc on voit que maintenant l'offre se retrouve englobée dans un système beaucoup plus global en fait, dans lequel on trouve actuellement déjà des premières ressources qui ont été intégrées et agrégées. On y retrouve de la donnée de traduction que l'on va chercher sur la plateforme nationale Data Tourisme et que l'on agrège à l'offre. On y trouve des informations sur la mobilité, donc en particulier sur les transports, mais on en redira un mot. Nous avons intégré, et Daniel Aubaré l'évoquait en première plénière cet après-midi, les données sur l'IO-Train. Nous y trouvons aussi les offres de prestations associées au dispositif de la carte oxygène. Nous y trouvons aussi des informations sur les widgets météo ou les widgets de réservation lorsque l'on en dispose et lorsqu'ils sont associés à l'offre. Voilà, donc maintenant on va passer à la saison 2 parce que vous êtes là pour ça. Hop, là je redonne la main à Dominique qui va nous expliquer pour qui. Vous avez aimé la saison 1, vous aimerez la saison 2. Donc, oui, pour qui on construit ce type de service? C'est la question fondamentale quand on parle d'usage. Donc, je vais pas m'étendre sur la question. Hein. C'est pour nos décideurs, et je m'en relève en restant dans la lumière. Les décideurs, bien sûr, les élus. On travaille pour les élus de la région. On travaille pour nos mandants. On travaille aussi pour les partenaires. C'est ça qui est intéressant, c'est que cette logique de hub, elle est faite pour répondre à des questions
tous les niveaux de notre partenariat local, depuis les décideurs régionaux, locaux, départementaux, nos partenaires, les ADT, les CDT, les OT, les entreprises, les territoires. Donc dit comme ça, voilà, on embrasse très large. J'espère qu'on étreindra comme il faut. C'est ça l'expression ? Oui. Donc voilà, l'idée c'est de faire basculer cette logique de hub, d'information touristique, vraiment dans une logique de plateforme de services en direction de toutes ces cibles-là. Ça pourrait aller encore plus loin, les 3 petits points. Dans les 3 petits points, on peut y mettre aussi, bien sûr, les clients, parce qu'on va travailler sur du parcours client. On va l'améliorer, l'enrichir. Mais voilà, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Tu veux que je parle des usages aussi, ou c'est toi qui... Donc l'idée, vous avez compris, ce qui nous intéresse, c'est de fluidifier tous ces échanges de données entre les partenaires dans cette logique d'usage pour en faciliter l'exploitation. Il faut, ce que j'évoquais tout à l'heure, essayer de faire matcher, d'agréger les données froides et les données chaudes pour en faire des usages aussi. Quand on veut se rendre à La Rochelle ou à Toulouse ou ailleurs en bus d'un point A à un point B, si on doit faire appel à 4 applications différentes, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc agrégeons ces données-là pour en faire des usages concrets et pratiques et efficients et opérationnels. Et pas seulement, on parle de parcours client d'un côté, mais aussi on voit bien que toute cette data sur laquelle on va travailler, elle a aussi une utilité pour les professionnels, pour les entreprises, dans le cadre du pilotage de leur propre activité. Donc il y a vraiment ces 2 volets-là, pilotage de parcours client et aussi travaux pour les besoins des entreprises. Ça permet aussi, en croisant toutes ces données-là, de pouvoir muscler nos capacités d'analyse en ingénierie, sur les données touristiques, tout ça beaucoup plus rapidement. J'aime pas lire les PowerPoint, mais je le fais quand même. Augmenter la productivité de tous en analyse et en ingénierie, c'est bien le cœur de la démarche. Et puis faire de tous ces outils du hub d'information touristique des outils d'aide à la décision. Pour les porteurs de projets, pour orienter le marketing et la communication si on en fait encore, ce qui n'est pas sûr. Voilà, donc on revient aussi à une seconde phase. Comment on va faire pour mettre en œuvre cette saison 2 ? En fait, nous avons choisi de travailler selon les mêmes principes que ceux qu'on a adoptés sur la saison 1, c'est-à-dire qu'on va identifier un ensemble de besoins, d'usages et de services minimum, et nous allons prototyper pour valider cette approche en fait. Alors comment on va faire ? On va continuer, on va s'appuyer sur des partenariats existants ou nouveaux. On peut citer, Dominique l'a évoqué à la mini-conf précédente, le tourisme durable. On a un partenariat avec l'ADEME. On va aussi faire un partenariat avec les universités et les écoles pour une partie recherche. Et ensuite, bien évidemment, on va accentuer le collaboratif avec tous nos partenaires déjà existants. On va travailler sur 2 aspects. Un premier aspect sur les sources elles-mêmes, sur la data elle-même, et un second aspect sur le système et ses performances, l'optimisation du hub en tant que tel. Au niveau aspect source de données, en fait, en premier lieu, ce que l'on souhaite, évidemment, c'est réunir toutes les sources qui sont déjà disponibles au niveau régional et en particulier au CRTL. On pense évidemment en premier lieu à toutes les données de l'observation et de l'économie touristique qui ont été évoquées lors de la mini-conf précédente. En fait, c'est là l'objectif principal de cette seconde phase, c'est-à-dire que l'on souhaite agréger sur une même plateforme et relier l'offre touristique au sens très large à ces données d'observation et d'économie touristique. Ceci afin de pouvoir en disposer dans un espace unique, en fait, des interfaces uniques via des tableaux de bord qui sont extrêmement simples à utiliser, au plus qu'on le peut dynamiques,
qui seront surtout à jour, on le souhaite, voilà, et qui rendront et qui seront utiles, on le pense, parce qu'on en est convaincu pour tous les usages que Dominique a définis précédemment. Et qu'on revendra à Atout France une fortune. En second lieu, on va réunir bien évidemment tout un tas de données open data que l'on va agréger et relier au maximum aux autres sources de data qu'il y a dans le hub. On pense en premier lieu à toutes les données qui ont trait au tourisme durable et qui sont très très en abord en ce moment, mais aussi qui correspondent à un réel besoin. Mais nous y reviendrons par la suite. Et ensuite, on va poursuivre les partenariats sur les datas elles-mêmes. Donc, on va travailler avec IGN, etc. Mais en particulier sur la mobilité, comme ça a été évoqué lors de la première plénière, encore une fois, nous allons continuer le partenariat avec l'IO à la région pour intégrer toutes les datas sur le bus, donc sur l'IO Bus. Juste une petite parenthèse, comme il a été évoqué cet après-midi, l'IO devrait en 2022 mettre à disposition une nouvelle application de calcul d'itinéraire extrêmement performante, du moins beaucoup plus que celle qu'il y a actuellement. Et comme il a été évoqué, autour de cette application et de ces itinéraires, il y aura aussi de l'offre touristique qui va être remontée, associée, promue, etc. Donc tous ces services qui vont arriver, nous on a dit l'offre touristique, ce serait bien qu'elle sorte du 8. Donc en fait, on travaille avec la région et les équipes LIO justement pour que les datas sur l'offre sortent du hub. Le second aspect, c'est l'optimisation sur le système lui-même. Alors très très rapidement, on va continuer des partenariats techniques que l'on souhaite développer, université, Istia en particulier, mais aussi avec nos partenaires et la région. On veut faciliter les échanges de flux, c'est-à-dire être beaucoup plus performant sur les API qui seront mis à disposition, mais aussi sur les formats rendus par ces API, Open Data ou autres. Les API, c'est des systèmes de connexion entre différentes applications. Voilà, qui en fait, c'est les flux sortants du hub. Vous avez les sous-titres normalement? Non, ah non. Et en fait, je ne sais plus où j'en suis. Voilà. Et ensuite, proposer des outils, des interfaces assez simples, enfin le plus simple possible d'accès aux données, soit via des interfaces qui seront pluguées directement sur le 8, soit via d'autres sites tiers. Bon, le site pro du CRTL, mais nous pouvons envisager que ce soit utilisé aussi par d'autres sites tiers. Alors pour la mise en œuvre, il va y avoir deux axes de travail qu'on va mener en parallèle. Alors on va connecter les systèmes existants pour justement agréger et relier ces datas. Et ensuite, on va élargir la gamme de services que l'on va proposer aux professionnels. Voilà. Dans le même esprit que la saison 1, c'est-à-dire en essayant d'être sur des temps courts. C'est important de le préciser parce qu'on a dit tout à l'heure, temps de gestation de 9 mois. 9 mois, c'est un bon chiffre pour la gestation d'un projet. Mais on a réussi à le faire en 9 mois. Et c'est pas mal de temps en temps de se rejeter des fleurs. Hein. Pas nous, juste le CRT, mais l'ensemble du réseau. Quand on discute avec nos collègues des autres régions de France, certains peinent encore, n'ont pas totalement réussi à mutualiser toute leur offre d'information touristique suite à la fusion des régions. Nous, on l'avait fait en 2 mois et demi parce qu'on a l'habitude de travailler sur ces logiques de mutualisation. Si on a pu mettre en place la saison 1 du HIT en 9 mois, c'est aussi parce qu'on a ces habitudes-là et ces compétences-là et qu'on peut s'appuyer sur un réseau qui est hyper réactif et qui a totalement joué le jeu sur la mise en place de tous ces éléments-là. Donc la suite dans le même esprit, c'est-à-dire qu'on ne veut pas proposer des projets pour dans 2 ans, mais il faut aller très vite. Voilà, d'où le mode agile pour montrer et proposer les choses le plus rapidement possible. Donc je vais enchaîner. Donc sur le premier axe, quel système on va d'abord connecter? En fait, on l'a déjà évoqué, ce sont effectivement les systèmes
sur les systèmes, on va le voir après en fait, mais on va d'abord parler data. Donc, quelle data complémentaire on va associer aux sources qui sont déjà présentes dans le 8 et qui sont sur la gauche de l'écran. En fait, on va associer donc de l'open data. Je l'ai déjà évoqué, mais on va associer. On travaille en ce moment sur les bornes de recharge électrique qui sont un réel besoin aussi, mais pour tout ce qui est point d'eau potable, parc à vélo, parking, etc. On voit et on récolte des demandes sur tous ces sujets-là. On va aussi donc travailler, je l'ai dit et évoqué, en intégrant en complément les sources sur l'IOBus, c'est-à-dire qu'on effectue en ce moment le même travail avec la région que l'on a fait pour le train, c'est-à-dire que on va identifier l'offre touristique qui est à proximité d'un arrêt d'une ligne liée au bus à moins de 15, 20, 30 minutes à pied. Voilà. Ceci, donc, c'est une première étape sur la mobilité et la construction d'offres et de parcours où les itinéraires seront fiables. Ensuite, on va intégrer donc tout un tas d'informations qui ont lié à l'observation et à l'économie. Donc peut-être que Séverine va les lister, mais on les a vus à la mini-conf d'avant. On les a vus à la mini-conf d'avant. Pour ceux qui n'étaient pas là, nous, on est contents d'être tous les trois, là, tous les quatre autour des micros, parce qu'il y a l'ingénierie de la data, il y a l'information touristique et il y a l'observation. On en avait envie. Dominique nous y a poussé, on y arrive. Et donc, du coup, et Michel aussi et Anne y ont beaucoup travaillé. Donc, nous, on est contents d'aller mettre nos données que l'on connaît maintenant, c'est les données RDNA. Toutes nos données aussi liées aux enquêtes de conjoncture que l'on mène. Les données Fluvision et INSEE qui sont déjà stockées chez Visit Data et un nouvel outil qu'on a acquis qui est Fairguest. Donc, juste pour vous donner un exemple concret, nous aujourd'hui, quand on a une demande par exemple, il faut aller ouvrir nos données sur RDNA à partir d'un certain logiciel, nos données conjoncture sur le logiciel Sphinx, nos données INSEE Fluvision sur Visit Data et nos données Fairguest sur Fairguest. Donc, si on peut tout pousser dans le même outil, je pense que c'est l'objet de la saison 2 du 8, nous, on est ravis. Donc, on espère qu'on va aller jusqu'au bout. Voilà, il y a aussi la partie BDT qui en fait... BDT, c'est la base de données territoriales. C'est juste l'offre par commune, l'offre touristique par commune. L'offre consolidée en nombre de lits touristiques, c'est ça? Ouais. Et l'idée du hub, c'est pas forcément d'éliminer ces plateformes-là. Ça ne veut pas dire qu'on n'utilise plus Sphinx, ça veut pas dire qu'on n'utilise plus Visit Data, ça ne veut plus dire qu'on n'utilise pas la plateforme de Fairguest, mais ça veut dire qu'on peut enrichir l'offre de services en croisant toutes ces données-là. Si une des plateformes ne peut pas recevoir tout le reste, il faut bien les faire converger à travers ce hub. Voilà. Donc très très rapidement au niveau techno, on va aller vite parce qu'on est tous un peu fatigués. Donc on a déjà un premier système, c'est le résultat de la saison 1. On a un socle, une première plateforme qui est centrée sur l'offre en fait, autour de laquelle on a déjà agrégé un certain nombre d'offres. Ensuite, nous avons donc aujourd'hui actuellement 2 autres systèmes à disposition, au CRTL et à la région. On a tout le système de l'observation qui est un ensemble d'outils, comme le disait Séverine, que l'on souhaite, et un troisième système, qui est le système Big Data, qui lui est très spécifique parce qu'il est dédié à la gestion de très gros volumes d'infos et dans lequel on trouve aujourd'hui plus particulièrement la data relative à Fluvien Tourisme et à l'INSEE. Donc nous allons connecter ces 3 systèmes-là pour en fait agréger, croiser l'offre que l'on peut, parce que tout n'est pas non plus croisable, je ne sais pas si c'est bien français, pour en fait mettre à disposition le résultat de cette agrégation via des tableaux de bord qui seront disponibles via une interface, comme j'ai dit, qui seront soit dans le HIT, soit via le site pro du CRTL ou autre. Voilà. Ensuite, nous souhaitons
vraiment acquérir collectivement et rajouter des compétences en data visualisation et en cartographie. Parce que les rapports et les analyses, c'est mieux, mais tout ce qui est data vis aujourd'hui, c'est non seulement une mode, mais c'est un réel besoin. Et ce sont des choses qui ne sont pas évidentes, qui sont souvent chères. Donc c'est vrai que si collectivement, je rebondis sur ce qui a été dit tout à l'heure, si aussi collectivement on peut acquérir ce type de compétences, eh bien, ce sera très bien. Voilà. Alors pour élargir, ça c'est le second axe de travail qu'on va mener en parallèle, hormis le côté techno pur, on va élargir les usages et services. Alors les usages et services, il en apparaît chaque jour, ils sont nombreux, ils sont variés. Nous, on a choisi en fait, parce qu'il faut bien faire un choix sur un prototype, on a choisi de construire un prototype qui va proposer une approche territoriale. C'est-à-dire que le point d'entrée dans le proto, ce sera de choisir une zone administrative, une zone d'études, etc. Et à partir de ce choix, c'est ce qu'on va illustrer par la suite via une maquette, suite à ce choix, on va donner accès à des interfaces, à des résultats, c'est-à-dire un espace unique dans lequel on va trouver tout ce que l'on a sur cette zone. Voilà, que ce soit, certaines choses seront plus dynamiques que d'autres, mais au moins il y aura, et c'est ce qui est assez intéressant dans cette phase, c'est-à-dire qu'à partir de là, la gamme de services qui va s'offrir à nous et qui sera inventée va être très très large. Et il y aura surtout un ROI assez important, car le temps que l'on passe tous pour récolter et centraliser l'info est absolument chronophage. Hop, donc on va passer sur la maquette. Roulement de tambour, il n'y a pas le jingle là, c'est dommage. Hop. Alors voilà à quoi cela pourrait ressembler. Là, c'est un exemple, une maquette qui a été construite autour du site pro du CRTL. C'est une maquette, hein. C'est pas un site. C'est pas du vrai, hein. Et on n'a pas fait appel aux compétences de la communication du CRT. C'est fait en interne. Donc en fait, ne soyez pas trop dur. Merci. En fait, voilà à quoi cela pourrait ressembler. Donc, un petit tableau de bord général qui serait relatif au premier territoire, c'est-à-dire à l'Occitanie elle-même, à la région, avec un ensemble de chiffres clés qui seraient remis à jour régulièrement, qui seraient issus principalement de l'Observatoire. Donc ici, on a illustré avec les derniers chiffres clés, je crois, c'est ça. On a rajouté la volumétrie que l'on a en ce moment dans le hub en termes d'offres touristiques, donc plus de 120 000 offres. On a illustré aussi avec quelques graphiques qui illustrent en fait la répartition de cette offre et souvent aussi ce qui est intéressant, voir quelle part de cette offre est publiée sur les sites. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que sur les sites du CRTL ne sont publiés à peu près que 50% de l'offre qui est stockée aujourd'hui dans le hub. Donc si l'on propose une entrée par zone, bien, en fait, on va pouvoir choisir soit une zone administrative, une commune, une EPCI, un département, ou alors une zone d'études un peu plus... Par exemple, on a choisi la zone littorale. Parce je précise, si 50% seulement de l'offre touristique est publiée, ce n'est pas parce qu'on est dans l'incapacité de le faire, c'est pour des raisons de règles éditoriales des départements. Ce n'est pas un problème technologique, quoi. Ah non, oui. Enfin, voilà. Donc voilà ce à quoi pourrait ressembler un premier tableau de bord relatif à une zone. Bon, une identification cartographique, un descriptif de la zone elle-même, nombre de communes, etc., d'où elles viennent, dans quel contexte. C'est une zone qui vient selon un découpage flux-vision, un découpage marketing ou autre qui résulte d'une opération, etc. Ou tout simplement une zone d'étude. Et on pourrait avoir accès via ce tableau de bord très très rapidement à toutes les analyses et rapports dont on dispose au niveau régional. Donc, premièrement,
des informations et des tableaux de bord sur la connaissance de l'offre elle-même, qui est le résultat des travaux réalisés avec le réseau régional d'information touristique, ainsi que la répartition BDT, on va le voir ensuite. Ensuite, des informations sur la conjoncture, sur la fréquentation et sur de nouveaux services. Donc on va peut-être louper. Excusez-moi. Mais voilà, c'est l'effet des mots. Évidemment, cela ne marche jamais. Ah, mais je crois savoir pourquoi, c'est que je suis plus connecté, peut-être. On est peut-être plus connecté. Voilà. De quoi ? Ça partait bien, hein. Oui, Jusqu'ici, la journée était presque parfaite. De toute façon, on ne s'entend pas, donc voilà. Dans la main, ça marche pas. Et là. Et c'est dommage, c'est de la moquette, parce que pour les claquettes, c'est pas évident. Voilà, donc moi je vais aller très très vite, hein, parce que ça a l'air d'être un petit peu compliqué pour ma partie. Non, moi je vais parler plutôt de l'offre touristique régionale. Je vais faire un petit focus dessus. Pourquoi petit ? Parce que vous l'avez vu, c'était évidemment la saison 1 qui était plutôt concentrée sur l'offre touristique. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas on va dire une source importante, c'est une source majeure sur laquelle le CRTL s'appuie pour mener énormément d'actions. Mais à la saison 2, on va évidemment bien sûr l'associer. On a parlé de connexion des systèmes, des données, des sources. Donc ce sera aussi d'autres potentiels qui vont s'offrir à nous. Donc l'offre touristique régionale, c'est évidemment le fruit du travail, on l'a dit, des réseaux départementaux d'information touristique qui assurent la collecte, la qualification et nous permettent donc de mutualiser tout l'ensemble de l'offre touristique. C'est à peu près aujourd'hui 120 000 offres touristiques, donc qui sont segmentées, on va le voir ici, en typologies différentes comme des activités, des équipements, du patrimoine culturel. Et l'avantage, c'est que ces données sont mises à jour de façon très réactive aujourd'hui, à J+1. Donc c'est vraiment une source extrêmement actualisée. Et chaque donnée, en plus, est géolocalisée. Donc, comme le disait Michel tout à l'heure, l'enjeu aujourd'hui, c'est de pouvoir étudier, focaliser sur des zones, les croiser entre elles, des zones territoriales. Et là, on a schématisé, en fait, par exemple, toute l'offre des activités en représentant chaque prestation et chaque équipement lié aux activités de loisirs en zone littorale. Évidemment, c'est quelque chose qui peut se faire en affichant plusieurs sources de données différentes et toutes les zones que l'on souhaite. Alors, on va revenir dessus. Voilà. Voilà d'autres applications que l'on peut faire, évidemment, en focalisant sur les zones territoriales. C'est étudier, par exemple, le poids de certains labels, le poids de certains types d'équipements par rapport à l'Occitanie. Donc, on a schématisé très rapidement 3 types, on va dire, de représentation. Donc, le premier, c'est le poids de la zone littorale par rapport à l'Occitanie en ce qui concerne les hébergements. L'Occitanie est représentée en bleu et la zone littorale en orange. Successivement, on a évidemment le poids de l'hôtellerie de plein air, du locatif. Au-dessous, nous avons effectué la même chose avec le poids, le nombre en fait, d'équipements labellisés qualité tourisme Occitanie Sud de France en zone littorale comparativement à ce que l'on fait au nombre de labellisés en Occitanie. Et puis, on a essayé, évidemment, c'est dans l'air du temps, on en parle depuis hier, enfin même depuis plusieurs mois, on a fait exactement la même chose avec les labellisés tourisme durable. Donc on peut totalement imaginer en fait que ce genre de combinaison, de calcul qui croise
données, zones, typologies peut se décliner à l'infini, ne serait-ce que sur l'offre. Oui, ce sont quelques exemples, hein. C'est vraiment une maquette. Hein. Et le troisième exemple qu'on peut rapidement évoquer concernant l'offre, Dominique en a parlé tout à l'heure, c'est l'offre touristique en Occitanie par espace de consommation. Peut-être que tu peux en dire un petit mot. Enfin, les lits disponibles, c'est la BDT, la base de données territoriale, en fait. Oui, bah, c'est simple. Hein. Je crois qu'on est très en retard, donc on va pas longtemps, mais comme je résiste jamais à faire la météo, voilà. C'est là. C'est l'offre touristique par grands espaces et on voit très bien les phénomènes, mais on n'est pas là pour les analyser. Par contre, c'est intéressant par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure de voir la répartition entre les lits marchands, les lits touristiques en résidence secondaire et puis les lits touristiques potentiellement en résidence principale. C'est un exemple. Je pense qu'il ne faut pas y passer plus de temps que ça. Ah, c'était juste pour gagner du temps, D'accord. C'est bon. Je vais finir par les... Allez, j'y vais. Donc comme je vous disais tout à l'heure, nous, ce qu'on souhaitait, c'est essayer d'avoir un outil sur lequel on avait la plupart de nos dispositifs d'observation. Donc là, pour ceux qui le connaissent, vous retrouvez l'interface Sphinx sur le dispositif de conjoncture. Donc comme l'a dit Dominique, on ne va pas faire un RAZ sur tous les outils qu'on utilise, c'est loin de là. On va garder tout ça, c'est notre petit trésor, mais par contre, on va essayer de pousser tout ça dans le HIT, de telle façon à ce que je veux rentrer par l'univers littoral. Enfin, je vais à la fois avoir mes résultats de données de conjoncture, donc ça c'est super intéressant. Ce qu'on vous a dit, c'est les données un peu qualitatives sur le ressenti des professionnels. Première entrée, je suis content, mais je me dis, mais j'ai d'autres choses sur le littoral. Donc je ne vais pas ouvrir mon 40e fichier qui est classé dans mon dossier 22 dans mon sous-répertoire, peut-être sur le Drive ou ailleurs, mais je me dis, le HIT va m'offrir la possibilité de faire ça assez rapidement. N'est-ce pas, Michel? Et par exemple, voilà, d'autres données qui nous intéressent, c'est le suivi de la fréquentation touristique liée aux données Orange Mobile. Donc ça, c'est l'interface qui a été développée par Visitdata pour le CRTL et l'ensemble des territoires. Donc on ne va pas faire un RAZ non plus sur cette source-là, ni sur l'outil, mais par contre, voilà, on aura le lien directement et on peut adapter, bien entendu, l'interface à nos usages. Donc là, vous retrouvez les données classiques qui sont liées à la source de Fluvision de chez Orange. Et enfin, l'autre indicateur, je pense que c'est par contre... on pourrait voir aussi les données INSEE qui sont poussées aujourd'hui dans Visitdata, ou bien on parlait de l'Observatoire du tourisme durable, c'est pareil, on pense qu'on va pouvoir mettre aussi ces données-là. Voilà. C'est un outil aujourd'hui qui globalise un petit peu toutes nos façons de travailler. Voilà. Et le dernier espace, ce serait un espace service en fait, où on pourrait proposer sous forme cartographique en particulier et un export de flux après pour pouvoir récupérer l'info, une visualisation de toutes les données agrégées en fait, ou calculées dans le hub. Ici, par exemple, nous avons sur la zone littorale, qu'est-ce que l'on a à proximité d'une gare à pied. Voilà. Donc, ce qui vous permet d'aller consulter les activités, les hébergements ou autres. On peut aussi envisager, comme on l'a évoqué tout à l'heure, la répartition des bornes électriques, par exemple, de recharge électrique sur le littoral. On pourrait aussi envisager les points d'eau potable, etc., sur des notions d'itinérance, etc. Et en fait, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir superposer sur des mêmes cartos des sources différentes. Voilà. Et ça peut être extrêmement intéressant pour avoir une vision rapide sur une opération, une étude sur une zone, etc. Voilà. C'était... Hop, je vais passer. Si vous avez des questions sur la maquette. Juste une précision, c'est-à-dire que là, on a pris une entrée zone, comme si vraiment on était dans une recherche d'observation, mais cette entrée zone, elle pourrait se trouver en vis-à-vis d'une fiche d'objet d'information. Je regarde mon offre, je me balade dans mon offre, je suis sur une entreprise, et sur cette entreprise-là, mais peut-être tu vas le dire après, mais sur cette entreprise-là, je sais que cette entreprise, elle est localisée à tel endroit et que donc elle est référencée dans telle ou telle zone. Il y a une zone sur laquelle je vais pouvoir voir le chiffre d'affaires global de l'hôtellerie dans cette zone-là, et si c'est un hôtel par exemple, où je vais voir que
cet hôtel-là, il se situe dans une zone où la clientèle principale, c'est les Anglais, et moi je suis l'hôtelier en question, et je n'ai pas d'anglais. Ben, qu'est-ce qui se passe? Enfin, c'est un exemple un peu caricatural, mais donc il y a cette entrée plateforme d'analyse, d'observation, mais ça peut être aussi un outil complémentaire à la vision de l'offre. C'est aussi comme ça qu'on l'a réfléchi, pour pouvoir associer des données économiques à une vision sur une offre particulière, se balader dans l'offre sur la cartographie et rajouter de la réalité augmentée, de l'économie augmentée. Wow. C'est aussi un usage aussi évident, c'est pour tout ce qui est zone contiguë et limitrophe. On est souvent, on étudie sur une commune, on a besoin d'avoir des infos et tout, mais elle est en bordure sur un département. Et on aurait besoin aussi de savoir ce qui se passe immédiatement à côté, parce qu'en fait, la zone, elle n'est pas administrative. Pour un touriste, la zone, elle n'est pas du tout administrative. Voilà. Ceci, maintenant on arrive à la conclusion. Je voulais dire un truc, mais je l'ai oublié en fait. C'est pas grave. Ça va me revenir. Le temps que tu réfléchisses. Oui, vas-y, je t'en prie. Non, mais l'idée, c'est de ne pas s'arrêter là. Ce qu'on voulait faire, c'est un format un petit peu hybride. Ce n'est pas une conférence qu'on voulait faire, c'est un atelier, mais le timing fait qu'on n'a pas le temps de le rendre sous cet aspect-là. Mais bien sûr, cette saison 2, elle est amenée à pas s'arrêter. On aimerait bien faire une saison 3, et la saison 3, naturellement, c'est toujours plus d'usage. On a parlé beaucoup de prédictifs, de prospectives aujourd'hui. Quand on va pouvoir lier toutes ces informations-là, peut-être se connecter aussi via la plateforme Atout France ou via d'autres systèmes à des données prédictives. À travers RDNA, déjà, c'est une question, mais peut-être à travers des PMS d'hôtellerie de plein air ou d'hôtellerie, on pourra faire du prédictif. Toujours être dans une logique de réseau, mais je vais très vite parce qu'on est très très en retard. Et puis intégrer toujours plus de sources. Je discutais tout à l'heure avec Jean-Michel Clerc d'Adoc, qui s'occupe de la gestion en eau dans le cadre d'un projet qui s'appelle WhatsApp Reuse, sur la gestion en eau. Il me dit, mais moi j'ai des données qui pourraient être super intéressantes à rajouter dans le HIT, qui te permettraient de voir à quel moment dans la saison, 30, 40, 50 jours avant, à quel moment tu vas avoir un problème de ressources en eau à tel endroit du territoire, pour les campings par exemple qui ont des piscines, ça peut être intéressant, ou la gestion des risques. Voilà, c'est des données qu'il va falloir alimenter. Quand on avait présenté le HIT saison 1, nos amis de la Fédération régionale de randonnée pédestre disaient, moi j'ai plein de KML à mettre là-dedans. Comment on va pousser toutes ces informations-là pour les faire interagir toujours plus. Donc ça, ce sera... on a essayé de concentrer le centre de névralgie de la saison 2 autour des données d'observation, mais c'est qu'une étape, bien sûr. Oui, ce n'est qu'une étape, et en fait, parce qu'on a fait le constat que de la data, ne serait-ce qu'en interne au niveau régional, il y en avait énormément, et que c'était dommage, en fait, on passait un temps fou à étudier nos zones, à aller chercher, comme disait Séverine, la data à gauche, à droite, etc. Si on avait un endroit où on sait qu'on a tout à jour et que voilà, le côté réactif est extrêmement intéressant. Ensuite, c'est vrai qu'aussi, RDNA, on a évoqué tout à l'heure aussi, mais le mettre en perspective sur une carto avec l'offre touristique qui est mutualisée, ça peut être extrêmement intéressant aussi. Donc on a l'ambition de faire cette phase 2, on s'est donné un an à peu près comme pour être jusqu'en décembre prochain. On verra, il n'y aura certainement pas tout, mais on espère qu'on aura déjà un système opérationnel avec quelques services en place et qui seront accessibles. Voilà. Et on reviendra vers vous, si on ne peut pas le faire aujourd'hui parce qu'on n'a pas le temps, pour évoquer quelles sont aussi vos attentes, les cas d'usage possibles qui pourraient être intéressants à pousser dans cette logique de saison 2 du HIT. Et puis voilà, on est ouvert à toutes vos questions, si vous en avez une ou deux, c'est ça ? Par exemple. Florence, tu voulais passer du... Ah, pardon, Flo. Bonjour, Damien Catala, Société Dub. Potentiel cas d'usage, puisque les entreprises sont ciblées. J'ai une question sur... là, on voit des cas d'usage plutôt effectivement d'observation.
Est-ce qu'il y a des projets d'avoir des cas d'usage destinés aux voyageurs, à ceux qui vont se déplacer? Je pense notamment à la notion de réservation. Oui, bien sûr, bien sûr. Là, ce que je disais, on a focalisé cette brique-là autour de l'observation parce que on pensait que c'était une priorité. On a beaucoup parlé des indicateurs. Ça n'exclut pas de travailler et en parallèle et sur des saisons 3, mais on est une petite équipe sur ces cas d'usage-là. Ce qui nous intéresse, c'est le cœur du HIT, c'est ça aussi, c'est de travailler sur les parcours clients et puis de les enrichir avec de plus en plus d'informations et de travailler pour les entreprises aussi. Oui, oui, la réponse est oui. Okay. Mais à quelle échéance? Là, je serai un peu plus prudent pour te répondre. Sujet brûlant pour les activités, du coup, hein, parce que avec le projet Alentour qui a été lancé par la Caisse des dépôts et la région Sud aussi, qui mène des travaux justement de rapprochement d'offres de type activité, qui était l'exemple qui était ici, et les BMS qui permettent de les réserver. Enfin, c'est un sujet du moment donc faudra sur ce sujet-là pas tarder. Tu l'as dit, il est brûlant. Il est brûlant si je m'en réfère aux publications, aux déclarations de notre direction sur le sujet au niveau national. D'autres questions? Juste une question, c'est l'accessibilité de ces données. Comment, voilà. C'est une excellente question. Notre volonté à nous, c'est qu'elle soit le plus ouverte possible et le plus utilisée possible. C'est pour ça qu'on parle de cas d'usage. Alors forcément, il y aura des contraintes autour de l'utilisabilité de ces données parce qu'il y a des données qui sont contraintes par nature puisque ça fait référence à des données peut-être privatives, RGPD, etc. Mais le but, c'est d'en faire un outil partagé. Par un maximum de partenaires. Alors c'est un truc qu'on va travailler, c'est pas joli. C'est un système qu'on va travailler avec nos partenaires du réseau régional d'information touristique, puisqu'il y a quand même le cœur du réacteur est autour de l'offre touristique. Et on va essayer, vous me complétez si je dis des bêtises, mais cette idée, l'idée elle est là, c'est de partager au maximum ces informations-là. Alors tout le monde ne peut pas avoir accès à toutes les informations, ça on le comprendra aisément, mais de se doter de visions sur des zonages, des territoires, et puis de le prendre sous l'angle de l'offre, sous l'angle d'une analyse territoriale, sous l'angle d'un parcours client à aménager. L'idée est là, c'est une plateforme qui se veut partager le plus largement possible, mais là aussi je ne répondrai pas sur les conditions. Vous n'aurez pas votre identifiant et votre mot de passe en repartant. Oui, on peut quand même dire qu'il y aura à disposition des flux, pour ne pas dire API, voilà, des flux. Et effectivement, tout ce qui est en open data restera accessible. Tout ce qui est open data est par définition libre. Donc si je prends un exemple tout bête, on est sur une zone, par exemple, sur le littoral, je voudrais tous les hôtels et les bornes de recharge électrique à proximité et les accès en train et bus à proximité. Il y aura un accès à cette étude, entre guillemets, à ce flux en open data, mais effectivement, les données sur l'offre elle-même, c'est-à-dire sur les hôtels eux-mêmes, se limiteront peut-être aux data qui sont libres. Voilà. Mais par contre, les offres agrégées autour, qui sont aussi en open data, les data liées aux trains de mobilité feront partie du flux, parce qu'elles sont libres aussi. Voilà. Donc le maximum de choses libres seront accessibles. Et après, le reste, les partenariats sont toujours ouverts, via les conventions, n'est-ce pas, Anne? Oui, Pierre Lagache, Lot Tourisme. J'avais une question sur un point qui n'a pas été évoqué, c'est le contrôle qualité de la donnée. Je sais que vous y travaillez, donc je reste un petit peu sur ma faim. En deux mots, comment cette brique contrôle qualité va être intégrée dans le dispositif? Elle est intrinsèquement présente dans le projet du 8 parce qu'on l'a beaucoup, on n'a pas voulu le développer parce que c'est vrai que c'est complexe. La qualité, pour faire rapide, une donnée de qualité, c'est une donnée qui répond à un usage. Donc, il n'y a pas de qualité
dans l'absolu, qui serait juste relié à la complétion d'une information sur une base de données. Donc on y a travaillé, c'est vrai qu'on va y travailler, tu as raison de le souligner, c'est important de dire que, et c'est aussi quand je parle de valeur ajoutée de nos organismes, c'est là-dessus qu'on a une vraie valeur ajoutée à apporter, c'est ce contrôle qualité. Donc on se dote d'outils, de grilles de qualité, on les a sur l'information touristique notamment, qui sont intéressantes. Hein, ça donnait l'objet de débats très complets pour justement essayer de juger la qualité en fonction des usages, parce que c'est vraiment ça, relier la qualité de l'information. Alors la qualité d'une information économique, elle est peut-être moins reliée à des usages qu'à une approche méthodologique dont on serait les garants. Donc il y a plusieurs approches possibles qu'il va falloir jouer en parallèle, mais c'est au cœur de ce qu'on veut faire. C'est aussi comme ça qu'on se démarquera de toutes les démarches qui pourraient venir à droite, à gauche avec des modèles économiques. Nous, c'est la qualité de la donnée. Il y a une pub de burger qui fait un truc comme ça, mais je ne vais pas le faire. Nous, c'est la qualité de la donnée. Ensuite, on peut dire aussi que l'essence même d'un hub n'est pas d'assurer la qualité des données qui transitent dans le hub. En fait, c'est surtout les flux qui rentrent. Si on les laisse entrer, c'est qu'on considère aussi qu'ils ont un certain niveau de qualité. Comme un aéroport, quand l'avion arrive, ce n'est pas l'aéroport qui est responsable du fait que l'avion soit une bonne compagnie ou une mauvaise. Mais c'est quand même un élément important à prendre en compte. En entrée des datas et en contrôle qualité, en entrée et en sortie des datas, on se pose ces questions-là. Voilà. Par exemple, sur les traductions, on a longtemps réfléchi sur la qualité de ces traductions-là. Les travaux réalisés par Data Tourisme ont été estimés par le réseau suffisant et de qualité. Donc, on a intégré cette source-là. En fait, voilà. C'est un exemple. Deux questions, des remarques. Jean-Marc Guignard pour Fairguest. J'avais une question sur justement ces fameux cas d'usage. Est-ce que vous avez prévu de constituer un comité de pilotage et quelles sont vos destinations moteurs ? Où est le carburant dans tout ça pour apporter ces bonnes idées qui vont définir les vrais cas d'usage, ceux qui vont apporter un service à valeur ajoutée ? Aujourd'hui, en termes d'observation, on veut mettre en place un dispositif qui va aider à prendre une décision. Ce n'est pas si évident lorsqu'on met en valeur des données d'arriver à les faire parler et d'arriver à prendre une décision. Donc du coup, peut-être que la réussite d'un projet comme ça part des idées d'origine de ce fameux comité de pilotage. On veut bien d'ailleurs nous-mêmes s'y associer. C'était sous-entendu dans la question. Il est évident qu'un projet comme celui-là, avec cette ambition-là d'être ouvert et de pouvoir fournir de la data et de l'aide à la décision, fait appel à une gouvernance particulière qu'il va falloir définir. Alors c'est vrai que nous, au pôle 3D, on essaie de réunir les conditions technologiques et techniques pour pouvoir construire ça, mais on l'a dit, on parle de convention pour la diffusion de la donnée, mais il y a une question autour de la gouvernance aussi, pour pouvoir justement remonter les bons cas d'usage, se servir des territoires moteurs, enfin tout ce que tu as dit est juste. Il faut se reposer sur une structure de gouvernance qui sera à la mesure de ce qu'on veut mettre en place. Et on a tout à fait conscience que c'est pas une mince affaire. Hein. Si tout le monde s'y casse les dents, c'est que c'est compliqué. Donc on va le faire de manière très humble, comme tout ce qu'on fait. On est très très bon, mais on le fait de manière très humble. C'est qu'on réunit les conditions et ensuite, collectivement, on va y amener les cas d'usage et puis on va construire petit à petit ce qu'on veut faire. Ce qui nous intéresse, c'est de le faire nous et d'en garder une forme de contrôle. Le nous étant très collectif, hein, vraiment collectif. Le nous écosystème, c'est nous les territoires d'Occitanie et nos entreprises partenaires aussi. Ça répond à ta question? Ah, pas. Ben oui. C'est pas parce que le chef a parlé que... Du coup, ça va être en extension. Je vais parler du coup de l'enjeu finalement qu'il y avait derrière ma question de tout à l'heure.
J'ai très peu d'expérience en tourisme, qui se résume à une semaine, mais j'ai plus un parcours digital de chefferie de projet. Et du coup, j'avais une question par rapport, donc notamment tout à l'heure quand je parlais du transport à La Rochelle, et que je disais qu'il y avait 4 applications mobiles différentes. J'imagine que c'est en termes de temps, c'est le timing qui a posé ce problème, parce que peut-être que l'endroit, à un moment, il a demandé les itinéraires, et puis 6 mois après, ils se sont rendus compte qu'ils avaient besoin des horaires, etc., etc. Mais il y a aussi un souci de cohérence territoriale, parce que dès qu'on change de région, ça ne va pas du tout être les mêmes applications, et ça ne s'applique pas seulement au transport, ça s'applique à plein d'autres domaines finalement qui garantissent l'économie même à l'échelle nationale. Et du coup, j'ai un petit témoignage à faire sur un projet qu'il y a eu donc, au premier confinement. Oui, je vais faire vite. Mais bon, je suis une fille, hein, donc ça risque de prendre du temps. Non, mais en tout cas, voilà, en fait, il y avait ce moment où les boutiques ont toutes fermé et les artisans aussi. Et en fait, nous, moi, j'avais un projet où on se disait mais il faut absolument qu'on réussisse à faire des e-commerce pour les commerçants français, quoi, pour qu'on achète français et qu'on n'achète pas que sur Amazon. Sauf qu'un beau matin, on a vu la première page d'Amazon acheter des produits français faits en France, et ils avaient fait à l'échelle nationale hyper rapidement, alors qu'on pourrait avoir de la data en fait pour savoir qui vend français, qui vend fait en France, etc. Donc ma question c'est, est-ce qu'il y a un process, est-ce qu'il y a une dynamique, est-ce qu'il y a quelque chose d'officialisé pour qu'il y ait une cohérence, j'allais dire même nationale, autour de la distribution de la donnée, parce qu'un consommateur, il va préférer aller sur Amazon, malheureusement, qu'aller sur 5 sites français, en fait. Sauf si on arrive à lui raconter l'histoire qui va avec, et puis qu'on rende les choses possibles. Après, pour expliquer pourquoi il fallait 4 applications à La Rochelle, et ici il n'en faudra qu'une, Nouvelle-Aquitaine d'un côté, Occitanie de l'autre. Enfin, c'est relativement simple. Mais oui, d'où l'intérêt quand même de suivre ce qui se passe au niveau national autour du Data Hub. Si on arrive à faire converger des données normalisées, harmonisées et agrégeables, rapidement en fonction de besoins particuliers qui nécessitent une réaction très forte, on aura tout gagné. Je dis pas qu'on a entre les mains la capacité à faire ce que tu dis. Si les frontières se ferment demain, est-ce qu'on sera capable de compiler toutes ces données-là? J'en suis pas certain, mais en tout cas, ce qu'on fait va dans ce sens-là. Toujours beaucoup d'humilité. Oui, je rajouterai aussi que ce travail doit être fait au niveau national. C'est aussi ce que le Hub national cherche à faire. Mais en fait, on n'est pas concurrent, on est complémentaire. C'est-à-dire que nous, on va souhaiter s'alimenter depuis le Hub national, mais on souhaite être aussi sourceur. Voilà. Donc, cette coordination, effectivement, qu'elle est à faire, mais nous, on a fait le constat qu'il ne fallait pas attendre. On ne peut pas attendre qu'au niveau national, tout soit beau et propre, etc. On a dit, on y va, on fait, on répond aux besoins, on travaille à monde agile, on se remet en question, on fait, on jette, on refait, etc., etc. Donc on pense que c'est comme ça qu'il faut faire, parce que ça va trop vite aujourd'hui, et que si on ne commence pas à le faire aujourd'hui, les autres le feront à notre place et ce sera trop tard. Ouais, c'est un peu... voilà. Oui, c'est problématique. C'est problématique, et on aimerait bien pouvoir s'appuyer sur des démarches fortes et volontaristes au niveau national. Malheureusement, je pense que la volonté était affichée ce matin, mais est-ce qu'elle va se traduire dans les faits? Moi, j'ai quelques doutes, malheureusement.